Ostie, l'étrange port de Rome. Voilà quel est le titre que j'ai choisi de donner à cette promenade à Ostie. On ne peut pas parler de Rome sans parler d'Ostie. La ville dépendait de son port pour ses approvisionnements alimentaires. Et donc, le lien entre Rome et Ostie paraît aller de soi. Mais j'ai employé cet adjectif d'étrange, et bien sûr, je vais essayer de justifier, chemin faisant, le choix de ce mot, qui est quand même un petit peu paradoxal, parce que quand on se promène à Ostie, peut-être certains d'entre vous l'ont fait déjà, l'impression qu'on a n'est pas du tout une impression étrange, c'est au contraire une impression de calme, de tranquillité, et on peut avoir nettement la sensation, quand on marche sur le pavé des rues d'Ostie, eh bien, de marcher dans une ville, dans la ville d'Ostie, dans le port d'Ostie antique. Et cette sensation rappelle un petit peu celle qu'on a à Pompéi ou à Herculanum. Lorsque l'on se promène dans ces deux villes, on a nettement la sensation de se promener dans une ville antique. Mais on sait bien qu'à Pompéi et Herculanum, ces deux villes se sont conservées jusqu'à nos jours parce qu'elles ont été, si l'on peut dire, fossilisées par le volcan. Une fois qu'on a déblayé les cendres du volcan, on a fait réapparaître ces deux villes telles qu'elles étaient en 79 après Jésus-Christ. À Ostie, il n'y a pas de volcan. Et donc, pourtant, on peut éprouver une sensation un peu similaire à celle que l'on peut avoir à Herculanum et à Ostie. Alors, comment peut-on expliquer ça? Comment peut-on comprendre le fait que euh, la ville d'Ostie se soit conservée jusqu'à nos jours? Alors, je vais essayer d'expliquer cela, bien sûr, dans le courant de cet exposé. Bon, la raison fondamentale, c'est l'évolution même de l'histoire de Rome. À un certain moment, à la fin de l'Antiquité, le port d'Ostie et la ville d'Ostie ont été abandonnés. Et donc, voilà, on ne les a pas reprises par la suite. Et puis, il y a une autre interprétation, bien sûr, à donner, c'est que cette ville, qui était quand même assez vaste, elle comptait peut-être 40 000 habitants au maximum de son extension. Cette ville a été en grande partie aussi recouverte par les alluvions du Tibre. Le Tibre est un fleuve qui connaît des crues périodiques, des crues dévastatrices, bien souvent, nous en avons parlé déjà. Ce qui est vrai à Rome est vrai à Ostie aussi. Vous voyez là, par exemple, une vue du site d'Ostie tel qu'il apparaissait en 1938. Alors, ce qui est intéressant, ce sont les inondations, bien sûr, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les alluvions du Tibre ont recouvert la ville, mais malgré tout, un certain nombre d'éléments sont quand même restés apparents au fil du temps, notamment ce bâtiment qui est là, qui est le temple du Forum, ce qu'on appelle le Capitole, est resté visible même après la disparition d'Ostie. Alors je vous propose de choisir ce temple, ce Capitole, comme point de repère pour s'orienter dans les différents quartiers que nous allons visiter. Alors, en dehors du Capitole, en dehors un peu du théâtre aussi, l'ensemble du site a été recouvert par les alluvions du Tibre. Et donc, on peut se représenter aussi le site d'Ostie comme un site qui a émergé du fait des fouilles qui ont été menées au fil du temps. Les fouilles ont commencé à Ostie au début du 19e siècle. Elles se sont accélérées dans le courant du 19e siècle et surtout dans l'entre-deux-guerres et depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et comme vous voyez là, donc c'est une photo qui est prise en 1916, les bâtiments d'Ostie avaient été conservés, au fond, par les alluvions du Tibre, un peu comme les bâtiments d'Herculanum ou de Pompéi avaient été conservés par les cendres du volcan. C'est l'explication fondamentale au fait que cette ville paraît si bien conservée jusqu'à nos jours. Alors, des fouilles, donc, des fouilles archéologiques qui commencent au début du 19e siècle. Voilà un plan qui a été dressé par le grand architecte Luigi Canina. Canina qui représente sur ce plan, d'une part, le cours ancien du Tibre. Canina a très bien compris que le Tibre avait changé de cours. Ce que l'on voit sur le plan, c'est le cours antique du Tibre. Et ici, en pointillé, on a le cours actuel du Tibre. Et on voit que dans la première moitié du 19e siècle, ce que l'on connaît, ce que l'on a repéré essentiellement, c'est donc le Capitole qui est ici, le temple que l'on a vu émerger tout à l'heure, c'est la partie occidentale du site. Le temple du Forum, un petit peu le théâtre et surtout la partie ouest. Tout le reste n'est pas connu
lorsque Canina dresse son plan en 1837. Si on prend un plan du même genre qui date de 1909, donc on se situe ici au Forum, avec le temps dont j'ai parlé, là c'est le théâtre, on voit que c'est toute la partie est du site qui a été déblayée, qui a été repérée à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Voilà, si vous êtes allé à Ostie, vous savez que la porte d'entrée se situe ici, hein, donc vous êtes entré comme ceci. Donc voilà la situation au début du XXe siècle. Les fouilles s'intensifient dans les années 30 pour diverses raisons, l'une de ces raisons étant l'impératif idéologique et politique d'instrumentalisation du souvenir de l'Empire romain que le régime de Mussolini avait mis en place, on en a parlé déjà plusieurs fois. Donc, la situation actuelle, après les fouilles intensives du XXe siècle, eh bien, nous permet de comprendre que, bien entendu, on connaît la partie occidentale du site, hein, le théâtre est là, le forum est ici, on connaît la partie occidentale du site depuis le début du XIXe siècle, la partie orientale du site depuis le début du XXe siècle, et donc au XXe siècle, on a fouillé surtout la partie sud-est et la partie sud-ouest du site. La porte d'entrée donc se trouve ici, la porte du site, et ici vous avez la station de chemin de fer, c'est le moyen le plus commode hein, pour aller visiter le site d'Ostie, prendre le chemin de fer, sortir ici et puis entrer à quelques centaines de mètres seulement sur le site. Est-ce que le site d'Ostie est entièrement fouillé? Bien, on le voit ici, il y a quelques espaces qui n'ont pas été fouillés aujourd'hui, les archéologues estimant, ils ont peut-être tort, mais estimant que vraisemblablement il n'y a plus grand-chose à trouver, bien sûr, à Ostie dans les parties qui n'ont pas déjà été fouillées. Alors, voilà donc la présentation générale de ce thème de la promenade à Ostie. On va commencer par se demander donc ce que c'est qu'Ostie et questionner cette réponse redonne souvent Ostie, le port de Rome. Oui, il y a un point d'interrogation parce que longtemps, Ostie n'a pas véritablement existé. Et Rome a été amenée à devenir une ville très importante, qui n'est pas située au bord de la mer, hein, il y a 20 à 30 kilomètres entre Rome et la mer, une ville très importante, pas tout à fait au bord de la mer, mais qui n'était pas dotée d'un port digne de ce nom. Et cette constatation, les anciens eux-mêmes l'avaient faite et avaient cherché à l'expliquer. Comment peut-on comprendre cela? On trouve par exemple dans un traité de Cicéron sur la République une réflexion sur ce sujet. Et Cicéron nous dit donc ceci: Romulus choisit la situation de sa ville avec une merveilleuse convenance. En effet, il ne la rapprocha point de la mer, ce qui lui était si facile avec les forces dont il disposait, soit en avançant sur le territoire des Rutules et des Aborigènes, soit en venant bâtir sa nouvelle cité à l'embouchure du Tibre, dans le lieu même où, de longues années après, Ancus Marcius conduisit une colonie. Mais cet homme, Romulus donc, avec la prévoyance d'un génie supérieur, comprit et observa que les sites voisins de la mer n'étaient pas les plus favorables pour y fonder des villes qui prétendissent à la durée et à l'empire. Et cela, d'abord, parce que les villes maritimes seraient toujours exposées non seulement à de fréquents périls, mais à des périls imprévus. La terre ferme, en effet, trahie par de nombreux indices, les approches régulières et même les surprises de l'ennemi. Elle le dénonce, pour ainsi dire, par le bruit seul et comme par le retentissement de ses pas. Il n'est point d'agresseur qui, sur le continent, puisse arriver si vite que nous ne sachions qu'il vient, et ce qu'il est, et d'où il vient. Mais cet ennemi que la mer et qu'une flotte nous amène peut descendre sur nos bords avant que personne ait soupçonné son approche. Et lorsqu'il arrive, rien d'extérieur n'indique ni ce qu'il est, ni de quelle terre il est parti, ni ce qu'il veut. On ne peut enfin reconnaître et distinguer à aucun signe s'il est ami ou ennemi. Alors, c'est là une observation que fait Cicéron et une explication qu'il forge pour rendre compte de cet apparent paradoxe d'une ville très importante. À l'époque de Cicéron, donc au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, la population de Rome avoisine le million d'habitants probablement, et, et donc une ville très importante qui n'est pas dotée d'un port digne de ce nom. Dans l'esprit de Cicéron, cela est le résultat de la prudence et du génie de Romulus. Alors, faut-il vraiment penser que Romulus, voulant fonder la ville de Rome, ait réfléchi à tout cela, à ces considérations, on pourrait dire, politiques et militaires, pour choisir le site de la ville? Bon,
Romulus, c'est quand même un personnage qui est largement mythique, hein, donc on ne peut peut-être pas aller jusque-là. Mais enfin, le fait est que la ville n'est pas construite au bord de la mer. Et donc, il y a précocement quand même la nécessité de, voyons cette phrase ici, hein, Opus Martius, qui conduisit une colonie, la nécessité d'installer au bord de la mer, à l'embouchure du Tibre, un poste militaire. Ostie a été, est né, est apparu probablement au IVe siècle avant Jésus-Christ, comme une petite forteresse, un petit castrum, au bord du Tibre et au bord de la mer. C'est le rectangle rouge foncé que vous avez ici. Cette zone sur le plan d'Ostie d'aujourd'hui correspond à peu près à la zone du Forum. C'est donc là qu'il y a la première implantation d'une garnison de soldats romains, d'une garnison de citoyens romains, les soldats sont citoyens à ce moment-là, de soldats citoyens donc venus de la ville de Rome et s'installant au bord du Tibre, au bord de la mer, pour surveiller, pour protéger l'entrée dans le fleuve, éventuellement la zone littorale dans son ensemble. En termes très précis, on peut dire d'Ostie que c'est une colonie maritime, c'est-à-dire que c'est une portion des citoyens de Rome qui s'est installé au bord de la mer, mais qui continue à être citoyen de Rome, une sorte de prolongement de Rome jusqu'au bord de la mer, essentiellement pour des raisons militaires. Une position défensive. Donc, il faut comprendre qu'à cette époque-là, nous sommes donc au IVe, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il n'y a pas de puissance navale romaine. Rome ne devient une puissance navale véritablement qu'à partir de la première guerre punique, c'est-à-dire au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, soit à peu près un siècle après le moment où le castrum a été installé, 2 siècles après qu'il a été installé, et un siècle après la période représentée par le petit croquis que vous avez sous les yeux. Donc, se représenter Ostie dans les premiers temps, c'est se représenter Ostie comme une base navale essentiellement défensive, et donc pas comme un port important, même pas un port militaire important. Mais à partir du IIIe siècle, les guerres puniques, à partir de la victoire de Rome sur Carthage, donc à la fin des guerres puniques, c'est-à-dire dans la deuxième moitié, au milieu du IIe siècle, la ville commence à acquérir de la puissance, elle commence à acquérir aussi de l'importance démographique en particulier, et il faut évidemment envisager de promouvoir, en somme, la base navale des Bouches du Tibre en un port de commerce, ne serait-ce que pour acheminer jusqu'à Rome les produits alimentaires dont on a besoin. Il faut donc établir à Rome, établir à Ostie plus exactement, un port. Un port qu'on va appeler le port républicain, c'est-à-dire un port que nous allons appeler le port républicain, c'est un port tel qu'il fonctionne à l'époque de la République, avant la période impériale. Ce port, le voilà tel qu'on peut se le représenter aujourd'hui. Donc, il y a le cours ancien du Tibre qui est ici. Il y a nos points de repère. Le point de repère, c'est le théâtre qu'on voit ici et le forum qui est là, le temple du Capitole. Et donc, le port en question va se développer vers l'est, le long du Tibre, vers l'est, au bord de la rivière. Cela est montré, prouvé, attesté par l'installation de bornes, ce qu'on appelle des cipes. Des bornes qui ont été installées au milieu du IIe siècle, on pense dans les années 140 avant Jésus-Christ, des bornes qui sont plantées donc le long du Decumanus, le long de la voie principale d'Ostie, pour délimiter tout un pan, tout un quartier de la ville, de ce qui va devenir la ville, tout un quartier dans lequel eh bien, l'on interdira les constructions privées, un quartier, une zone dans laquelle on ne pourra établir que des constructions publiques, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du port. Voilà donc ces bornes, ces cipes de fondation, elles ont conservé la marque du magistrat qui les a établies. Donc, si on lit l'inscription, on voit, donc je vais lire la traduction seulement, Caius Caninius, fils de Caius, ça c'est donc le nom du magistrat. Ce magistrat est un prêteur urbain et par décision du Sénat, il a assigné
cette zone, dont toute la zone délimitée en vert, hein, sur le plan qu'on a vu tout à l'heure, il a assigné cette zone à l'usage public. Alors, le prêteur urbain, c'est un très haut magistrat. La préture est la magistrature la plus importante, juste après le consulat. Il faut d'abord être prêteur avant de devenir consul, mais c'est une magistrature extrêmement importante. Au milieu du IIe siècle, il y a deux prêteurs. L'un est spécialisé dans les affaires relatives à la ville de Rome, c'est ce qu'on appelle le prêteur urbain, et l'autre est spécialisé dans les affaires qui opposent les Romains à ceux qui sont étrangers à la ville de Rome, ce qu'on appelle le prêteur pérégrin. Donc nous avons ici le prêteur urbain qui intervient à Ostie, ce qui signifie que lorsqu'on est à Ostie, bien que nous soyons à 30 km de Rome, en fait nous sommes toujours à Rome, nous sommes dans la ville, c'est le prêteur urbain qui légifère, donc qui assigne les terrains à l'usage public ou à l'usage privé. Il n'y a pas d'autonomie d'Ostie par rapport à Rome. Dans les premiers temps, Ostie était une colonie maritime, donc une garnison de la ville installée au bord du fleuve, et avec l'établissement du port de commerce, eh bien, Ostie n'est pas autonome par rapport à Rome. Ostie sera autonome un peu plus tard, lorsque la domination romaine aura été transformée au 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà donc les premiers éléments de l'installation, de l'organisation du port de Rome. Alors le problème, c'est que ce port est un port bien médiocre. En quoi le port d'Ostie est-il un port médiocre? Eh bien, prenons une vue générale de la situation, voilà une vue aérienne hein, qui nous montre les bouches du Tibre ici. Prenons quelques points de repère. Sur l'horizon, vous avez dans la brume la ville de Rome, à 25 ou 30 km, et vous avez ici les implantations de l'aéroport de Fiumicino, l'aéroport de Leonardo da Vinci, qui a été établi au XXe siècle. Où toute cette zone s'appelle Ostie, c'est la ville d'Ostie aujourd'hui, plus précisément le Lido d'Ostie, le Lido d'Ostie qui est là, et où se situe le site archéologique, le site antique d'Ostie, eh bien ici. Donc, aujourd'hui, le port d'Ostie se situe assez loin de la mer, alors que dans l'Antiquité, bien entendu, il était au bord de la mer. Assez loin de la mer, il faut comprendre que si le Tibre a été capable de recouvrir de ses alluvions toute la ville d'Ostie, il est capable aussi de faire apparaître des terrains qui n'existaient pas dans l'Antiquité. Si on pointe sur cette carte le littoral antique, bon, j'ai mis là une ligne assez artificielle, mais enfin qui montre quand même bien la réalité de la situation. Le port d'Ostie se trouve au bord de la mer dans l'Antiquité, mais la mer s'est reculée vers l'ouest depuis l'Antiquité et de vastes territoires sont apparus qui n'existaient pas dans l'Antiquité. Donc, ce port d'Ostie est un port médiocre. Pour quelle raison? Eh bien, pour plusieurs raisons. L'une des raisons est qu'on ne peut pas le qualifier de port d'estuaire. Un estuaire, c'est l'embouchure d'un fleuve qui est parcouru régulièrement par la marée. En Méditerranée, il n'y a pas de marée, et donc les navires ne peuvent pas utiliser l'alternance des marées pour entrer et sortir du port, ce que l'on peut faire dans un port d'estuaire. C'est un port sur un fleuve qui, par ailleurs, a un cours sinueux juste avant son embouchure. Vous voyez ici l'espèce de méandre que le Tibre décrivait dans l'Antiquité, mais décrit encore aujourd'hui, avant de se jeter dans la mer. Il y a ici, à peu près au niveau du site du port, il y a une barre, c'est-à-dire un haut fond qui empêche les navires, même les navires antiques, les navires d'un certain tonnage, eh bien, sont empêchés de pénétrer, de remonter le fleuve jusqu'au port d'Ostie, dans l'Antiquité comme de nos jours. Et par conséquent, pour s'adapter à cette situation, eh bien, il faut alléger le navire un peu important, d'un certain tonnage, l'alléger en haute mer, c'est-à-dire répartir la cargaison du navire dans de plus petits navires qui vont pouvoir franchir la barre et qui vont pouvoir accéder au port d'Ostie et même éventuellement remonter ensuite le fleuve jusqu'à Rome. Les navires de haute mer ne peuvent pas accomplir ce parcours et le port d'Ostie n'est pas véritablement un port très adapté pour l'usage qu'on voudrait en faire. Lorsque la ville de Rome commence à importer des quantités croissantes de produits alimentaires, je vais raisonner sur le blé pour simplifier, lorsque la ville de Rome commence à importer des quantités croissantes de blé, par la voie maritime, laissons de côté la voie terrestre pour le moment, eh bien, ça n'est pas vraiment par l'intermédiaire du port d'Ostie que cela est possible.
Il faut trouver d'autres ports mieux adaptés pour recevoir les navires venant de Sardaigne, venant d'Afrique du Nord, venant d'Égypte. Les blés d'Égypte arrivent en Italie à partir de l'époque d'Auguste. Ça ne peut pas être à Ostie que ces blés arrivent. Il faut trouver d'autres ports et le port principal de Rome, en fait, jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, le port principal de Rome, c'est le port de Pouzole. Pouzole dans la baie de Naples. Donc, vous voyez, étrangeté du port d'Ostie. On dit c'est le port de Rome, mais pour les blés, en tout cas, jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, le port de Rome, c'est Pouzole, pas Ostie. Alors, naturellement, cela a été remarqué par les anciens et on a cherché des solutions. Tout le 1er siècle avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ est consacré en partie à une réflexion sur la solution à trouver à ce problème. Et on finit par arriver à la conclusion qu'il faut construire un port artificiel. Il faut construire où un port artificiel, où et comment. Jules César entame la réflexion sur cette question, mais il faudra quand même plusieurs dizaines d'années, près d'un siècle, avant que ce port artificiel ne soit construit véritablement à l'époque de l'empereur Claude. Donc le complexe portuaire des Bouches du Tibre commence à fonctionner à l'époque de l'empereur Claude, lorsque la décision est prise, non pas d'abandonner le port d'Ostie, nous allons voir que celui-ci continue à être utilisé, mais la décision est prise de doubler le port d'Ostie par un autre port à quelques kilomètres au nord, le long d'un bras mineur du Tibre, le bras de Fiumicino. Donc un autre port va être construit. À l'époque de Claude, ce sera un port doté de jetées, de môles très importants. Et puis ici, vous voyez une sorte d'île artificielle qui a été établie, sur laquelle on va installer un phare, donc un port assez vaste, protégé par des digues et repéré par un phare. Et puis, par la suite, il y aura une amélioration, une transformation à l'époque de l'empereur Trajan. Donc, le port de Claude, c'est ce grand port sur la mer, bien sûr. Le port de Trajan, c'est le bassin un petit peu plus petit, mais plus fonctionnel, qui est établi. Sur ce croquis, on a représenté le littoral antique par un trait continu et le littoral actuel par les pointillés que vous voyez là. Donc, toute cette zone, on le voyait bien sur la photographie aérienne tout à l'heure, toute cette zone n'existe pas dans l'Antiquité. Alors, le port de Claude donc, est établi à partir de 42 après Jésus-Christ. Il faut une vingtaine d'années pour achever les travaux. Des monnaies de l'empereur Néron montrent que les travaux ont été achevés en 64, donc 42 à 64. Claude a suivi de très près les travaux d'installation de ce port. Et qu'est-ce que c'est que ce port, donc, ce port de Claude, une fois qu'il est terminé? On peut s'appuyer sur un passage des Annales de Tacite, au livre 15 des Annales de Tacite. Le livre 15 porte sur la période du règne de Néron, et notamment sur l'année 62. Il y a donc dans ce livre 15 une phrase de Tacite qui nous dit ceci. Alors, il y avait eu tout un raisonnement sur Néron, ses difficultés et les décisions qu'il prend, et Tacite continue. Afin de mieux dissimuler ses inquiétudes sur les affaires du dehors, Néron fit plus. Une partie des blés destinés au peuple étaient vieux et gâtés. Il les jeta dans le Tibre comme sûr de l'abondance. Donc, on peut se permettre de détruire des blés vieux et gâtés si on est sûr qu'on en aura d'autres, évidemment, comme sûr de l'abondance. Et quoiqu'une tempête eût submergé dans le port même près de 200 navires et qu'un incendie en eût consumé 100 autres qui avaient déjà remonté le fleuve, le prix des vivres ne fut point augmenté. Alors cette simple phrase nous apporte beaucoup de renseignements. Il y a d'abord cette réflexion sur le prix des marchandises qui n'augmente pas. Bon, que faut-il en penser? Qu'est-ce que c'est qu'un prix et quelle action peut-on avoir sur un prix? Peut-on bloquer les prix? Tout cela, c'est une question qu'on se pose à travers le temps sans trouver vraiment de solution. En tout cas, Tacite nous dit qu'il y a en 62 après Jésus-Christ un port dans lequel on puisse abriter près de 200, au moins 200 navires. Ce port, ça ne peut pas être le port d'Ostie. C'est donc forcément le port de Claude, dont les travaux sont à peu près terminés. On célèbre la fin des travaux en 64, en 62, peut-être le bassin est-il un peu utilisable. Donc 200 navires mal abrités dans le port, puisqu'une tempête les a submergés. Donc des navires se protégeant dans un port, mais néanmoins détruits par la tempête. Et puis d'autre part, dit-il, il y a un incendie qui a consumé d'autres navires, donc de plus petits gabarits, qui avaient déjà remonté le fleuve. Alors,
Tacite nous dit que c'est une tempête en 62 après Jésus-Christ. Nous savons, nous, qu'en 62 après Jésus-Christ, il y a un tremblement de terre en Italie centrale. À Pompéi, par exemple, on voit bien que au moment de l'éruption du Vésuve en 79, la ville était en reconstruction. Les bâtiments avaient été détruits par un tremblement de terre, justement, en 62 après Jésus-Christ. Donc, s'il y a un tremblement de terre en 62 à Pompéi, peut-être que la tempête dont parle Tacite est plutôt un tsunami, en fait, qu'une tempête. Et on comprend mieux dans ce cas qu'un tsunami puisse détruire dans un port près de 200 navires. C'est quand même plus raisonnable d'imaginer un raz-de-marée plutôt qu'une tempête. Mais quand même, cela montre que le port de Claude n'est pas suffisamment euh, sûr et que donc il faut l'améliorer. C'est ce que l'on fait à l'époque de Trajan, comme on a vu, en creusant un autre bassin. Donc le port de Claude, très vaste ici, l'île artificielle avec le phare sur l'île, et puis le port de Trajan, construit entre 106 et 113, donc autour de 110 après Jésus-Christ. C'est à peu près l'époque où l'on construit la colonne Trajane à Rome. Et qu'est-ce que c'est que ce port de Trajan? C'est d'abord un bassin hexagonal doté de quais. Dans le port de Claude, il n'y avait pas vraiment de quais. Il y avait des digues, mais pas de quais. De quais, donc, où les navires vont pouvoir s'amarrer, des profondeurs donc relativement importantes. Et puis, il y aura des entrepôts pour stocker les marchandises qui viennent d'arriver. Et le port de Trajan est mis en relation avec le cours principal du Tibre. Et donc, les navires de plus petits gabarits peuvent, si on les tire, si on les hale jusque-là, peuvent remonter le cours du fleuve, donc jusqu'à Rome, ils pourront débarquer leur cargaison. Donc le complexe portuaire des Bouches du Tibre, c'est trois éléments. C'est d'une part le site traditionnel d'Ostie, celui que nous visitons. C'est d'autre part le port de Claude avec le phare construit donc au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, et c'est troisièmement le port de Trajan, le bassin donc doté de quais, construit au début du 2e siècle après Jésus-Christ. Alors, que reste-t-il de tout ça? Vous voyez la disposition ici sur ce dessin de restitution de Jean-Claude Gauvin, le bassin de Trajan, ici, le port de Claude avec le phare, et puis là, le site d'Ostie, et tout à fait à l'est, donc la ville de Rome, au bord du Tibre, le Tibre qui joint en quelque sorte Rome à ces trois ports, le port de Trajan, le port de Claude et le port d'Ostie. Et puis un phare, donc un phare qui ressemble à celui d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie, c'est le premier que l'on ait construit, mais il y a eu d'autres phares par la suite. Le nombre des phares n'est pas connu avec précision, mais on sait qu'il y avait un phare de ce genre donc à Ostie, il y en avait un à Boulogne-sur-Mer, il y avait un à Douvres, il y a eu de nombreux phares construits dans l'Antiquité. J'ai dit le phare d'Ostie, non, le phare de Portus. Parce que le complexe des Bouches du Tibre, c'est le port d'Ostie, c'est le port de Claude et c'est le port de Trajan. Port de Claude et de Trajan, que l'on a nommé, non pas Ostie bien sûr, mais que l'on a nommé le port de façon générale, Portus. Portus Claudi, le port de Claude, Portus Augusti, le port de l'empereur, c'est le nom qu'on a donné donc à cette installation. Alors, donc, que reste-t-il de tout cela? Eh bien, on a dit, le site d'Ostie est là, le bassin de Trajan est ici, il est encore tout à fait visible, il est bien conservé, on le voit très bien sur les cartes, on le voit très bien. Lorsqu'on se pose sur l'aéroport de Fiumicino et qu'on est bien placé dans l'avion, on le voit sans aucune hésitation, mais le port de Claude, lui, a totalement disparu. Le bassin du port de Trajan est encore tout à fait visible. Il y a quelques vestiges des entrepôts qui se sont conservés pas trop bien, mais le port de Claude, lui, a complètement disparu, il n'en reste pas de traces. C'est ce qui a amené, au milieu du XXe siècle, à établir à l'emplacement du port de Claude une partie des emprises de l'aéroport de Fiumicino. C'est en creusant, en installant ces emprises, en installant les pistes, que l'on a pu repérer le site précis du port de Claude. Si bien que lorsque l'on veut visiter le port de Rome, disons, on va visiter Ostie, bien sûr, mais on ne va pas visiter le véritable port de Rome, qui n'est pas très bien adapté, on va dire, pour la visite des touristes. Si on est vraiment très mordu, on peut voir le bassin de Trajan, il y a quelques vestiges de bâtiments qui sont un petit peu visibles, le port de Claude, lui, a complètement disparu. Donc ce qui est vraiment impressionnant, c'est le port d'Ostie, mais le véritable port de Rome ne se visite pas. Donc c'est une manière de justifier le mot étrange que j'ai employé pour appeler cette promenade à Ostie. Alors,
Ostie, donc, un port, mais un port quand même bien étrange parce que il est utilisé de manière variée au fil du temps. Alors, on a commencé à parler des questions d'approvisionnement. Je vais développer ce point pour montrer de quelle façon le port d'Ostie, mais véritablement d'Ostie, se situe dans la question compliquée de l'approvisionnement de la ville. Rappelons que la ville de Rome est une ville de très grande taille, dont une ville très peuplée dans l'Antiquité. On n'a pas d'estimation, on n'a pas de chiffres très précis. Évidemment, les recensements qui ont lieu à Rome ne servent pas à compter le nombre des habitants, mais servent au mieux à compter le nombre des citoyens. Enfin, tout porte à croire que la population de la ville est très nombreuse dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, et généralement, on considère qu'à l'époque d'Auguste, eh bien, il y a à Rome au moins 1 million d'habitants, peut-être plus, et la ville reste une ville très peuplée jusqu'au IIIe siècle au moins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une ville très peuplée? Bien, raisonnons sur le blé, sur la consommation de blé. Aujourd'hui, nous consommons à peu près 120 à 150 grammes de blé en moyenne par jour sous différentes formes, le pain, les pâtisseries, les farines, il y a du blé un petit peu partout dans notre alimentation, hein, ceux qui sont allergiques au gluten le savent. Donc 120 à 150 grammes, raisonnons sur 120 grammes. Dans l'Antiquité, la quantité de blé consommée par jour est beaucoup plus importante, au moins 10 fois plus, donc 1 kg de sang, 10 fois 120 grammes. 1 kg de sang de blé par personne par jour, multiplié par 365 jours, cela fait 438 kg par personne par an. Multiplié par 1 million d'habitants, ça fait 438 000 tonnes de blé par an, donc pour nourrir la ville. Disons 500 000 pour arrondir. 500 000 tonnes. Voilà un ordre de grandeur des besoins de la ville de Rome, donc à l'époque d'Auguste. On comprend que la question des approvisionnements soit une question compliquée et on comprend qu'il y ait toujours un risque de rupture des approvisionnements, un risque de panique à propos de la rupture des approvisionnements. Vous savez bien que dès que l'on commence à parler de pénurie de ceci ou de cela, la réaction des populations est parfois tout à fait disproportionnée, tout à fait raisonnable. C'était déraisonnable, c'était déjà vrai dans l'Antiquité. Et donc, le souci de la régularité d'approvisionnement a été un souci très important pour les dirigeants romains, à l'époque républicaine déjà, mais bien sûr aussi à l'époque impériale. Si le blé est là, tout va bien. Le gouvernement a fait son, son travail, mais s'il n'y a pas de blé, alors évidemment, on s'interroge et des émeutes du blé peuvent se produire, se sont produites, et le risque est donc toujours présent. Donc, c'est une question qui est envisagée de cette façon donc dans l'Antiquité romaine. C'est la question de l'annone. Ostie est un port annonaire, c'est-à-dire un port qui est impliqué, qui est intégré dans le système de l'annone que je vais définir maintenant. Le mot annone, en latin, annona, désigne dans un premier temps simplement le marché des denrées alimentaires, simplement ça. Et puis, le terme évolue au fil du temps et il acquiert une valeur plus large, notamment à l'époque impériale, à une époque où le prince, l'empereur, garantit aux habitants de la ville des livraisons de blé, un peu d'huile et de vin, des livraisons de blé, des distributions de blé à titre gratuit. Bon, pour l'huile et le vin, c'est un prix étudié, mais pour le blé, c'est gratuit. Donc, des quantités garanties de blé sont distribuées gratuitement à la population. Il y a donc une organisation de ces distributions qui est confiée à ce qu'on pourrait appeler un service public, à une administration qui est la préfecture de l'Annone, qui a pour mission de superviser la régularité des approvisionnements pour alimenter les distributions de blé que l'empereur garantit à la population de la ville de Rome. Alors, cette administration de la nonne, cette préfecture de la nonne est dirigée par un préfet de la nonne, donc, et le préfet de la nonne, c'est pour dire un haut fonctionnaire qui appartient non pas à la première élite sénatoriale, mais à la deuxième élite équestre de la société romaine. C'est un haut fonctionnaire de rang équestre,
C'est une fonction très importante. Le préfet de la Nonne est un personnage de haut rang dans l'administration romaine, donc de l'époque impériale. Et donc, il a en charge la supervision de ces distributions de blé qu'on appelle frumentatio, frumentationes au pluriel. Je vous montre cette image pour vous indiquer qu'il y a sur cette question des distributions de blé à Rome, eh bien, un numéro des Nocturnes du plan de Rome que vous connaissez peut-être et que je vous engage à aller suivre. Donc, dans cette vidéo de l'équipe de Philippe Fleury à Caen, on envisage la question sous l'angle des distributions à Rome. Moi, je vais résumer le propos et puis je vais envisager la question sous l'angle des approvisionnements à Ostie. Alors, qu'est-ce que c'est que les frumentationes, la frumentatio, la distribution gratuite de blé? C'est quelque chose qu'il faut comprendre en évitant l'anachronisme. Rome est une cité. Les distributions de blé ne concernent que les citoyens romains et pas les autres. Les citoyens romains, c'est-à-dire pas les femmes, pas les enfants, pas les étrangers à la ville et pas les esclaves, bien sûr, ne sont concernés que les citoyens romains vivant à Rome et pas ceux qui vivent dans les provinces. Les citoyens romains vivant à Rome qui sont répertoriés sur des listes dûment établies. Il y a donc des listes de bénéficiaires des distributions. On a vite compris que les budgets, même les plus importants, les budgets seraient facilement dépassés si l'on n'établissait pas une limite, c'est-à-dire un nombre. À partir de l'époque de César et surtout d'Auguste, on limite le nombre des bénéficiaires à 200 000. On ne sait pas exactement si 200 000, c'est une proportion forte ou faible de la population des citoyens romains vivant à Rome. Ce n'est pas la totalité, c'est sûr, parce qu'on sait que déjà l'aristocratie sénatoriale n'est pas bénéficiaire des distributions. Ce n'est pas la totalité, c'est peut-être la majorité, ce n'est pas sûr. En tout cas, les citoyens romains vivant à Rome, dont le nom est noté sur des listes établies pour organiser les distributions. Le nom de la personne est inscrit sur la liste si le nom a été tiré au sort. Il y a un tirage au sort pour les bénéficiaires de ces distributions, et l'on reçoit donc le bénéfice, le privilège d'être bénéficiaire des distributions après tirage au sort et une fois pour toutes. C'est un privilège viager que l'on conserve sa vie durant, mais que l'on ne peut pas transmettre à ses héritiers et que l'on ne peut pas vendre non plus. C'est un privilège personnel viager. Et donc, pour accéder à ce privilège, il faut attendre que des places se libèrent par la mort dans le nombre des 200 000 personnes qui a été établi par l'empereur Auguste. Autrement dit, dans les distributions, vous comprenez, il n'y a absolument pas de critères sociaux. Ce ne sont pas les personnes, disons, ayant les besoins les plus criants qui sont bénéficiaires de ces distributions. Ce sont les gens tirés au sort. Qu'est-ce que c'est qu'une distribution? Eh bien, une fois par mois, en fonction de la liste sur laquelle on est inscrit, un sac de blé de 40 kilos environ est remis donc à la personne qui vient personnellement là où sont organisées des distributions, c'est dans un lieu qu'on appelle la Porticus Minutia Frumentaria. C'est un grand bâtiment qui est installé dans ce qui est aujourd'hui la rue des Boutiques Obscures, dont nous avons déjà parlé. C'est là que se font les distributions. Donc, le jour dit, la personne vient au bureau dont elle dépend et reçoit un sac d'une quarantaine de kilos de blé dans un premier temps, et puis à partir de l'époque de l'empereur Aurélien, donc au milieu du IIIe siècle, ce sera un sac de farine. Et puis elle repart avec ce sac sur son dos, ou sur le dos de son esclave, le cas échéant. Et qu'est-ce que ça représente 40 kilos par mois? Eh bien, ça représente environ 480 kilos dans l'année, 40 fois 12 en somme. Et c'est donc une quantité qui correspond à peu près aux besoins pour l'alimentation d'une personne dans l'année. La personne bénéficiaire de la distribution, cette personne-là, et pas sa famille. Donc, il faut un complément, naturellement. Les distributions gratuites de blé ne concernent pas tout le blé dont on a besoin à Rome, c'est une partie seulement. Aujourd'hui, les économistes diraient que l'on agit sur les prix, ce faisant, si une partie de la demande échappe à la loi du marché. Quoi qu'il en soit, ces distributions sont donc organisées, mais laissons la ville de Rome de côté et revenons à Ostie pour voir qu'une partie du blé
qui transite par les ports de Rome est destiné à ces distributions, frumentationes. Une partie du blé qui transite par les ports de Rome est supervisée par la préfecture de Lanone, de ce fait, hein, qui a la haute main sur ces distributions. Une partie du blé qui transite par les ports de Rome est donc supervisée par, disons, un organisme public, la préfecture de Lanone. Mais la préfecture de Lanone ne prend pas en charge l'approvisionnement au sens où elle mettrait en œuvre des flux de transport. On s'adresse à des navigateurs qui transportent le blé. La préfecture de Lanone ne va pas aller cultiver le sol ici ou là pour produire du blé. C'est uniquement à l'arrivée en Italie, à l'arrivée à Ostie, que la juridiction de Lanone s'applique véritablement. Donc, une sorte de service public, on pourrait dire cela, une sorte de service public qui a pour mission de superviser la distribution gratuite à un certain nombre de personnes à Rome de blé régulièrement dans l'année, mois après mois. Alors, en fait, les distributions ont lieu tous les jours, mais pas pour les mêmes personnes. Il y a un étalement dans le temps, bien sûr. Distribution régulièrement, donc, de blé à la population, ce qui implique une supervision active, une organisation complexe. Les anciens ne raisonnaient pas comme ça. Les anciens faisaient de la nonne et des distributions la traduction, la manifestation en fait des vertus du prince. C'est-à-dire que l'on parlait d'Anon, oui bien sûr, mais on parlait d'Anon d'Auguste, d'Anon de l'empereur, Annona Augusti. Et cet Anon d'Auguste est devenu, cet Anon de l'empereur, est devenu une allégorie divinisée, en somme. Vous savez qu'il y a à Rome Dieu et Dieu, hein, les catégories de Dieu, si on veut. Alors, l'Anon n'est pas un ancien empereur divinisé, ce n'est pas un dieu du panthéon traditionnel, mais c'est une allégorie à laquelle on va consacrer un certain nombre de cultes, d'offrandes. Il n'y a pas de récit mythologique pour cette entité qu'est l'Anon Augusti. Pas de récit mythologique, pas de culte traditionnel, mais quelques offrandes périodiquement. Et ici, j'ai choisi une pièce de monnaie de l'empereur Trajan qui nous montre ce que c'est que cette entité divinisée, cette allégorie. Donc, c'est une femme qui porte sur le bras gauche une corne d'abondance, qui porte dans la main droite 2 épis de blé, donc le programme est quand même assez précis. Il peut y avoir éventuellement en plus une mesure de blé, ce qu'on appelle un modius, une mesure pour jauger les quantités de blé que l'on va transporter. Il peut y avoir la coque d'un navire, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent sur les représentations de la nonne, ou bien alors il peut y avoir, comme ici, un enfant symbolique, bien sûr, qui pose la nonne en mère nourricière, en quelque sorte. Et pour qui n'aurait pas bien compris, eh bien, la légende de la pièce de monnaie vient donner tous les détails. C'est donc la nonne qui vient ici, alim ital, qui vient présider à l'alimentation de l'Italie, en réalité l'alimentation de Rome, et tout cela est mis sous le patronage donc, de Optimo Principi, le Sénat et le peuple romain au meilleur des princes pour l'alimentation de l'Italie. Voilà ce que nous dit cette pièce de monnaie qui est ici à l'effigie de l'empereur Trajan, mais il y a des pièces similaires pour d'autres empereurs à diverses époques. Donc, il faut bien comprendre que même s'il y a dans l'approvisionnement de la ville en blé une intervention des pouvoirs publics, si on peut dire, pour autant, le commerce n'est pas étatisé. Il n'y a pas de gestion globale du commerce des blés. Ce commerce est fondamentalement, je vais parler la langue moderne, ce commerce est fondamentalement libre, ce commerce est fondamentalement entrepris par des entreprises privées, mais certaines de ces entreprises privées sont en liaison avec la préfecture de la Nonne pour l'acheminement de certaines quantités de blé. On peut donc dire, en termes modernes, qu'il y a des entreprises privées à qui on confie une mission de service public, en somme, dans l'Antiquité romaine. Ce n'est pas complètement anachronique de raisonner comme ça. Et donc, il faut s'interroger sur ce que sont les flux commerciaux, sur ce que sont les flottes du blé. Très vite, la ville de Rome a été obligée de faire venir ses approvisionnements alimentaires de loin. L'idéal antique de la cité est d'être autonome, c'est-à-dire de consommer les productions de son territoire.
Alors c'est vrai dans des cas de cités toutes petites et à certaines époques, mais très vite, dès que la ville est un petit peu importante, cela devient impossible. On sait bien que le circuit court, hein, c'est une utopie, c'est une façon de voir les choses, pas du tout une réalité économique, ni de l'Antiquité, enfin restons dans l'Antiquité en tout cas. Donc, il n'y a pas de circuit court dans ces conditions. Et très vite, dès l'époque républicaine, le blé consommé à Rome vient de toute l'Italie, le blé consommé à Rome vient de Sardaigne, le blé consommé à Rome vient de Sicile à partir de la Deuxième Guerre punique, le blé consommé à Rome vient d'Afrique du Nord, de la Tunisie actuelle, à partir de la Troisième Guerre punique. Le blé consommé à Rome va venir même d'Égypte à partir de l'époque d'Auguste. Et donc, il faut transporter des quantités importantes de blé. J'ai dit tout à l'heure, les besoins de la ville à l'époque d'Auguste, c'est au moins 500 000 tonnes par an. Bon, tout ne vient pas par bateau, et tout ne vient pas d'Égypte, bien sûr. Mais quand même, il y a des quantités certainement très importantes qui sont transportées en Méditerranée. Et le port, donc, qui reçoit ces livraisons depuis la Sicile, depuis l'Afrique du Nord ou, à partir d'Auguste, depuis l'Égypte, ce port, c'est le port de Pouzol. Le port de Pouzol, qui est situé dans la baie de Naples, Naples se trouve ici, c'est le port de Pouzol, donc Puteoli en latin, Dikerkeia en grec, port situé dans une région qui est extrêmement appréciée dans l'Antiquité, une région touristique très appréciée dans l'Antiquité. C'est une région, on le sait, on comprend bien aujourd'hui, très sismique aussi. Hein, c'est là qu'il y a le deuxième volcan campanien après le Vésuve. Il y a aussi les champs flégréens qui sont un volcan. Et donc, c'est le port de Pouzol qui reçoit les navires venant d'Afrique du Nord ou d'Égypte, c'est-à-dire des navires de haute mer. Même dans les conditions de l'Antiquité, ce sont des navires à relativement forte nage. Presque rien par rapport à nos navires d'aujourd'hui, bien sûr, mais quand même des navires à relativement forte nage qui, de toute façon, ne peuvent pas entrer dans le port d'Ostie, mais qui peuvent entrer facilement dans le port de Pouzol. Et c'est là donc que l'on décharge les quantités de blé qui viennent d'outre-Méditerranée, si on peut dire. Et qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on est à Pouzol, donc près de Naples, on est quand même à 250 km de Rome. Que faire? Est-il réaliste d'envisager un transport routier du blé depuis Pouzol jusqu'à Rome? Ce n'est pas complètement impossible, évidemment. Mais le transport routier, que ce soit dans l'Antiquité ou de nos jours, c'est toujours un problème compliqué. Et donc, il y a une autre solution qui consiste sur les quais du port de Pouzol à répartir la cargaison des navires de haute mer qui viennent d'arriver, les répartir dans les coques de navires plus petits, les cales de navires plus petits, qui vont caboter le long du littoral jusqu'à Ostie. C'est ainsi que le port d'Ostie reçoit les blés siciliens ou par la suite égyptiens, donc à l'époque de César ou à l'époque d'Auguste, des blés qui viennent en fait de Pouzol. Le véritable port de Rome, c'est Pouzol jusqu'au 1er siècle, après Jésus-Christ. Avec la construction du port de Claude dans les années 40, puis l'amélioration à l'époque de Trajan dans les années 110 de notre ère, les navires vont quitter leur point de ralliement de Pouzol pour aller directement, non pas à Ostie, mais pour aller directement à Portus, Portus Claudi, donc, comme on dit à cette époque-là. Et donc le véritable port de Rome eh bien, devient le port de Portus, et pas le port d'Ostie, à proprement parler. Donc Pouzol a été le port de Rome pendant plusieurs siècles, disons du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est ce qui explique l'importance de la ville. Encore aujourd'hui, hein, quand on va visiter Pouzol, malgré la variation du niveau de la mer, malgré les tremblements de terre, il reste des vestiges très importants. Il y avait à Pouzol, par exemple, un cirque. Il y avait à Pouzol un amphithéâtre, presque aussi grand que le Colisée de Rome. Il y avait à Pouzol 2 théâtres. Rien de tout ça à Ostie. À Ostie, on a un théâtre petit, mais bien sûr pas d'amphithéâtre ni de cirque. Donc un port de Pouzol, une ville de Pouzol très importante qui va décliner à partir du 2e siècle de notre ère au profit de Portus. Ces flottes du blé, voyons les choses un petit peu plus largement, ces flottes du blé, faut-il les comprendre comme étant comparables, au fond, aux flottes espagnoles du XVIIe siècle, vous savez, ces flottes des Indes qui traversaient l'océan Atlantique en convoi pour aller chercher en Amérique l'or, le sucre et d'autres denrées. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut se représenter les flottes du blé en Méditerranée?
La carte est un petit peu trompeuse. Elle ne montre pas des flux commerciaux statistiques, il n'y a pas de mesure statistique, bien sûr. Elle ne montre même pas véritablement des routes maritimes. Elle donne simplement quelques indications sur l'intensité des relations. Il n'y a pas de navigation en convoi dans l'Antiquité. Même les blés destinés à la nonne, 200 000 personnes bénéficiant d'un sac de 40 kilos une fois par mois, ça vous fait à peu près 80 ou 90 000 tonnes dans l'année. C'est un tonnage très important, mais même pour ces 90 000 tonnes ou 100 000 tonnes, il n'y a pas donc de navigation en convoi parce que la préfecture de la Nonne ne prend pas en charge le transport à travers la Méditerranée. Ce sont donc des navigateurs privés qui organisent cela, qui transportent le blé pour la nonne, mais aussi pour les marchés ordinaires, qui transportent les autres marchandises qui sont livrées à travers la Méditerranée. Des navires donc qui voyagent, qui circulent selon les conditions habituelles de la navigation maritime dans l'Antiquité, en Méditerranée. C'est-à-dire que l'on connaît très bien le régime des vents en Méditerranée, on sait bien que le régime des vents en été n'est pas le même qu'en hiver, et donc il y a des règles qui ne sont pas des règles légales, mais enfin des règles que l'on observe et qui consistent à ne pas voyager durant l'hiver, ce qu'on appelle le mare clausum, donc la fermeture de la mer. On ne voyage pas entre l'automne et le printemps. C'est vrai que ce soit interdit, mais si on le fait, d'abord on contrevient aux usages, ce qui n'est jamais vraiment satisfaisant, et puis surtout s'il y a un problème, les contrats d'assurance existent dans l'Antiquité. Les contrats d'assurance ont une clause d'exclusion, comme nous dirions aujourd'hui. Un transport qui se fait durant l'hiver, eh bien, n'est pas couvert par les assurances. Et donc, naturellement, il est périlleux de le faire. Donc, il y aura des transports de blé à travers la Méditerranée à certains moments de l'année qui dépendent, des récoltes, évidemment. La saison végétative n'est pas la même en Sardaigne et en Égypte. Enfin, il y a quand même des cycles saisonniers, même en Égypte, un petit peu quand même. Et donc, il y a des moments où le blé est récolté et disponible. Les navires prennent la mer à des moments qui dépendent du régime des vents et qui ne dépendent pas forcément des saisons de production. Et donc, il y a des rythmes saisonniers, des rythmes donc, liés à la météorologie, on pourrait dire, ou à la climatologie plus précisément, qui déterminent les arrivages de blé en Italie. Et face à cela, vous avez les besoins de la population, la demande en ça, l'offre est irrégulière et la demande est au contraire régulière. Et donc, la solution, évidemment, c'est le stockage. Donc, il y a un commerce d'entrepôt. Alors, on peut entendre par commerce d'entrepôt deux choses différentes. D'une part, ce que je viens de dire, c'est-à-dire eh bien, la façon de concilier le calendrier des arrivages qui est irrégulier avec le calendrier des besoins qui est régulier. Donc, des entrepôts qu'on va trouver sur les quais du port d'Ostie, le port d'Ostie véritablement, sur les quais du port de Portus, qu'on va trouver aussi à Poussins éventuellement, que l'on va trouver à Rome également. Il y a des entrepôts importants à Rome. Et ces entrepôts qui permettent d'établir une sorte de quantité tampon qui assure la régularité des approvisionnements. Ce que le prince garantit à la population, c'est la régularité des approvisionnements. Mais on peut entendre par commerce d'entrepôt autre chose aussi. Si on raisonne comme on vient de le faire, on peut avoir l'impression que, en raisonnant sur le trafic entre Alexandrie et Ostie, on peut avoir l'impression que le blé quitte l'Égypte pour arriver en Italie, les navires donc, transportent le blé à travers la Méditerranée de cette façon, et reviennent ensuite à vide, puisque la région de Rome ne produit rien de précis, rien de particulier, qui puisse intéresser des consommateurs en Égypte. Bon, éventuellement, on peut transporter des passagers, ça c'est toujours possible, bien sûr, mais il n'y a pas, si vous voulez, des flux de retour, il n'y a pas des frais de retour qui soient suffisants pour équilibrer le blé qui arrive. Tacite nous raconte au livre 15 des Annales, qui porte sur le règne de Néron, donc, qu'au moment de l'incendie, le grand incendie de la ville de Rome, Néron a été amené à faire déblayer les quartiers incendiés, les 2 tiers de la ville quand même, faire déblayer ces quartiers incendiés qui ont produit donc une masse considérable de gravats, une masse considérable de déblais qu'il a fallu éliminer. Et donc Tacite explique que Néron a obligé les navigateurs d'Ostie
à embarquer dans leur navire une partie de ces gravats pour les jeter à la mer. Ce qui revient à dire que les navires allaient prendre la mer à vide. Alors, bon, peut-être, mais enfin, si c'est possible du point de vue littéraire chez Tacite, si c'est possible du point de vue politique chez Néron, ça paraît quand même difficilement imaginable d'un point de vue économique. Donc, il faut imaginer autre chose quand même. Les passagers, peut-être, mais aussi le rôle de plaque tournante que Ostie peut jouer dans le commerce maritime en Méditerranée occidentale, voire à l'échelle de l'ensemble de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, le sud de l'Espagne, la Bétique, c'est l'Andalousie d'aujourd'hui, qui produit du blé, qui produit du vin, qui produit de l'huile, et que l'on peut transporter jusqu'à Ostie pour approvisionner la ville, bien sûr, mais pour approvisionner aussi d'autres, pour répondre à d'autres besoins ailleurs dans le monde méditerranéen. Même chose pour la Gaule, même chose pour même l'Afrique du Nord. Donc, il y a quand même disponible à Ostie des marchandises, peut-être pas dans la même quantité, il y a peut-être une balance déficitaire, ça se peut, mais enfin, il y a quand même des marchandises qui peuvent être confiées aux navigateurs comme fret de retour. Autrement dit, cela revient à faire d'Ostie, du complexe des Bouches du Tibre de façon générale, mais peut-être d'Ostie, en faire une plaque tournante du commerce en Méditerranée occidentale, au moins, peut-être même à l'échelle de l'ensemble de la Méditerranée. Tout cela explique que même si les véritables ports de Rome soient d'abord Pouzzoles et puis ensuite Portus, eh bien tout cela explique qu'il y ait quand même à Ostie, mais vraiment à Ostie, qu'il y ait des activités économiques, qu'il y ait des activités marchandes, qu'il y ait des activités comptables, qu'il y ait un ensemble d'activités qui justifient l'établissement de bureaux, qui justifient même l'établissement peut-être d'entrepôts pour permettre le fonctionnement de ces activités économiques. Et donc, c'est ce que nous allons voir maintenant en allant nous promener sur les quais du port d'Ostie, qui est le port que nous visitons aujourd'hui. Alors, le premier lieu intéressant sur les quais du port d'Ostie, c'est le lieu le plus pittoresque, le plus connu dans la ville, c'est la place des Corporations. La place des Corporations est une esplanade assez vaste, une centaine de mètres de long, bordée d'une colonnade, située juste à côté du théâtre. On reconnaît une organisation tout à fait particulière, un théâtre doté d'un portique. C'est évidemment à l'imitation du théâtre de Pompée à Rome, que le théâtre d'Ostie a été établi par Agrippa au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il ressemble au théâtre de Pompée, mais plus petit, il n'y a pas un temple sur les gradins, l'ensemble est plus petit. Mais enfin, on voit bien quelle est la référence, quelle est l'influence. Et donc, ce portique n'est pas un jardin public comme le portique du théâtre de Pompée à Rome, c'est un ensemble de petites pièces, vous voyez ici, entre chaque colonne, il y a des pièces qui ouvrent sur l'intérieur de l'esplanade, qui est ici, et qui est ici, excusez-moi, et donc des pièces qui sont de petite taille et dont le sol est décoré de mosaïques qui, pour la plupart, se sont conservées, au moins en partie, jusqu'à nos jours. Donc des pièces qui sont petites et qui ne peuvent donc pas être des pièces de stockage pour les marchandises, c'est beaucoup trop petit. Ce sont donc des bureaux, en fait, des bureaux où des activités sont tenues, des activités d'organisation, de comptabilité, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme activité dans ces bureaux des corporations. J'expliquerai tout à l'heure ce que sont ces corporations. Alors là, par exemple, une première mosaïque qui nous montre donc le bureau des naviculaires de Missoua. J'expliquerai dans un instant ce que sont les naviculaires. Les naviculaires de Missoua, c'est une localité portuaire en Afrique du Nord. Et donc, les naviculaires de Missoua ont décoré leur bureau en représentant ici une mesure à blé, un modius, une mesure à blé pour calculer donc les quantités de blé. Ils ont représenté quelques créatures marines, on ne sait pas bien trop ce que c'est, si ce sont des poissons ou des dauphins. Ils ont surtout représenté des navires qui sont ici représentés sur le sol de ce bureau des naviculaires de Missoua. Un autre exemple ici, là on a précisé qu'il s'agit des naviculi, donc les naviculaires et les négociants caralitani, c'est-à-dire de Cagliari en Sardaigne. Et donc même chose, les mesures pour mesurer la quantité de blé, et puis le navire, donc avec sa voilure, avec ici le gouvernail, hein, c'est ce gouvernail antique que l'on a ici, donc le navire représenté sur le sol du bureau des naviculaires de Cagliari.
Un autre exemple, c'est le bureau des naviculaires de Silectum. Silectum, c'est Silecta, qui est aujourd'hui en Tunisie, donc une localité portuaire. Alors là, on a montré, là ça ressemble quand même plus à des dauphins, hein, ces animaux qui sont ici. On a représenté donc, des navires, donc le gouvernail, c'est-à-dire la poupe et puis la proue, donc des navires qui entrent dans le port, qui sortent du port, le port étant représenté par le phare. Nous sommes sur la place des corporations à Ostie, et on nous montre le phare, donc le phare de Portus, le complexe portuaire des Bouches-du-Tion. Le port d'Ostie est un port étrange par rapport à l'idée qu'on peut se faire d'un port. Les naviculaires de Silectum. Donc. Et puis, dernier exemple, ici, la mosaïque est moins bien conservée, mais on voit bien qu'il y a un genre de phare, peut-être, et puis un navire. Ici, ce sont les naviculaires, donc oui, en abrégé, les naviculaires de Narbonne, donc Narbonne qu'on ne présente évidemment pas. Alors, ces mosaïques sont célèbres, elles datent de l'époque de la dynastie des Sévères, c'est-à-dire la fin du IIe, le début du IIIe siècle de notre ère. L'organisation de la place des corporations a été modifiée plusieurs fois au fil du temps, et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le dernier état, celui du début du IIIe siècle. Qu'est-ce que sont les naviculaires, qui sont donc, la place des corporations montre les bureaux des naviculaires. Ces naviculaires, ce sont des armateurs qui organisent donc le transport maritime, qui passent les contrats pour que les navires puissent être utilisés, puissent circuler. Ce sont des négociants qui prennent en charge les contrats d'approvisionnement. Il faut remplir le navire avec une cargaison que l'on va aller chercher ici et là, et puis ensuite il faut trouver des débouchés pour la cargaison que l'on a transportée. Donc les naviculaires prennent en charge cet aspect-là. Il faut éventuellement veiller à l'état du navire. Les naviculaires ne sont pas forcément propriétaires des navires. Ils peuvent l'être, mais ce n'est pas absolument toujours le cas. C'est donc une profession, vous voyez, qui est au cœur même du système de transport des marchandises, et notamment des marchandises alimentaires à Ostie. Tout cela leur donne une position absolument irremplaçable pour l'approvisionnement en général et pour l'approvisionnement de la nonne des frumentationes, du blé gratuit à distribuer aux bénéficiaires à Rome. C'est un rôle essentiel que les naviculaires jouent dans cet aspect des choses. D'où les caractéristiques, d'où le statut qu'ils ont. On leur reconnaît, la puissance publique leur reconnaît précisément ce rôle essentiel. Elle leur reconnaît une position particulière, elle leur reconnaît un certain nombre d'avantages fiscaux, un certain nombre de privilèges, et notamment le droit de constituer des corporations, le droit donc de constituer des groupes d'intervenants économiques qui vont pouvoir défendre leurs intérêts collectivement, ce qu'en général on ne trouve pas dans l'Antiquité. Donc c'est à cela que sert la place des corporations, qui montre donc les bureaux des naviculaires sur les quais du port d'Ostie. Et cela permet de rappeler que même si l'essentiel du tonnage probablement passe à Portus, en réalité les fonctions de commandement sont certainement plutôt à Ostie qu'à Portus. Sur les quais du port d'Ostie, on trouve aussi, alors voilà par exemple une mosaïque célèbre qui nous montre une activité nécessaire à Ostie et à Portus aussi, c'est la répartition de la cargaison des navires un peu importants dans des navires plus petits qui vont pouvoir remonter jusqu'à Rome. Ici, la mosaïque nous montre le transport d'une amphore. On peut supposer que cette amphore contient du vin ou contient de l'huile. Supposons qu'elle contienne de l'huile venue de Bétique, par exemple, du sud de l'Espagne, eh bien, on va la transporter, elle et des quantités d'autres, jusqu'à Rome. Là, on est donc dans une mosaïque de l'époque sévérienne, on est au début du IIIe siècle. Cette amphore ayant contenu de l'huile va être transportée jusqu'à Rome, va être vendue à Rome, l'huile va être utilisée, bien sûr, et une amphore qui a contenu de l'huile ne peut pas être réutilisée. Une amphore qui a contenu du vin peut être rincée et réutilisée, mais une amphore qui a contenu de l'huile ne peut pas être rincée. L'huile a imbibé toute la céramique et donc on ne peut pas récupérer. Du coup, on va laisser cette amphore avec les autres à proximité du port de Rome, à proximité de l'Emporium de Rome, et c'est ce qui a donné l'actuel Mont Testaccio, qui est composé des débris de 50 millions d'amphores qui sont passés à Ostie, donc au IIe et au IIIe siècle de notre ère. Alors, sur les quais du port d'Ostie, il y a aussi des entrepôts.
Il y a des entrepôts à Rome, il y a des entrepôts à Portus, il y a des entrepôts à Pouzol, il y a des entrepôts à Ostie. Comme nous sommes à Ostie, nous allons visiter 2 entrepôts. On va visiter tout d'abord les grands entrepôts, donc le plus grand de tous. Alors voilà un plan qui nous montre où on se situe. Vous voyez ici le théâtre et ici le forum. On est donc à proximité du théâtre, donc au centre de la ville. Et vous avez là le plan des entrepôts dans le tissu urbain. Ici, le plan dont on a modifié l'orientation, pourquoi, pour montrer le contenu. Donc, des alvéoles, hein, des salles en quelque sorte, qui sont réparties autour d'une cour centrale, à l'intérieur duquel il y a un bâtiment secondaire composé aussi d'alvéoles, donc de salles pour le stockage des marchandises. Alors, dans le cas des grands entrepôts, ce que l'on peut en dire, c'est qu'ils ont été établis probablement donc à l'époque de Claude, qu'ils ont été transformés à plusieurs reprises. On en a notamment installé à la fin du 1er siècle, ce qu'on ne voit pas sur le site, c'est le mot technique c'est suspensura, c'est-à-dire que, imaginons-nous un vide sanitaire, c'est comme ça la meilleure comparaison qu'on puisse faire, c'est cela, c'est un vide sanitaire dans les salles, ce qui permet de mettre les blés que l'on va stocker à l'abri de l'humidité. Les murs sont très épais et donc l'on pense que le blé était stocké ici en vrac. Le blé en vrac, quelques tonnes de blé en vrac, cela exerce une poussée sur les murs. Il faut des murs épais pour résister. Les entrepôts qui sont à Rome, il y a des entrepôts de Vespasien par exemple sur le forum, à proximité du forum, montrent des murs beaucoup moins épais. Et donc on pense que là, le blé était stocké en sacs. Les sacs sont autoportants, si on peut dire. Ils n'ont pas besoin de s'appuyer sur les murs. Et donc le blé stocké en sac à Rome, stocké en vrac à Ostie ou à Portus. Rien n'empêche de mettre le blé en vrac dans des sacs pour être transporté, bien sûr, hein, mais on comprend bien le rôle de tampon que peuvent jouer les entrepôts d'Ostie pour l'approvisionnement des besoins de Rome. Alors, ces grands entrepôts donc, de l'époque claudienne, c'est-à-dire au moment où l'on construit le port au nord, des entrepôts qui pouvaient, a-t-on calculé, abriter environ 7000 tonnes de céréales. 7000 tonnes, c'est la quantité qui permet de nourrir 17 000 personnes environ. On voit bien que ce n'est pas suffisant. Il y a donc beaucoup d'entrepôts à Ostie, il y en a une bonne quinzaine à Ostie, il y en avait probablement autant à Portus. Donc des entrepôts qui sont quand même très ruinés et qui sont peut-être moins impressionnants que d'autres. Le dessin de restitution de Gismondi nous permet de voir ce à quoi le bâtiment pouvait ressembler. Donc, vous voyez des salles pour le stockage autour d'une cour à l'intérieur de laquelle il y a un bâtiment secondaire contenant lui aussi des salles pour le stockage. Deuxième entrepôt que nous allons visiter, les entrepôts d'Epagatos et d'Epaphroditos. Epagatos et Epaphroditos sont les propriétaires de l'entrepôt, des affranchis grecs probablement, et on sait qu'ils sont les propriétaires tout simplement parce qu'ils ont indiqué leur nom sur une inscription qui a été conservée et qui a été fixée au-dessus de la porte d'entrée de ces entrepôts. Alors, les entrepôts d'Epagatos et d'Epaphroditos se situent par rapport au théâtre et au forum plus à l'ouest que les grands entrepôts. Les grands entrepôts sont ici, les entrepôts d'Epagatos et d'Epaphroditos sont là. Donc, même chose, hein, des salles autour d'une cour. Alors là, il n'y a pas un bâtiment central, c'est une cour simplement, et les salles sont réparties sur les différents côtés. Et voilà ce à quoi ressemblent ces entrepôts d'Epagatos et d'Epaphroditos. L'inscription a été conservée, elle figure ici, et donc en latin, aurea c'est entrepôt, aurea epagatiana et epaphroditiana, c'est le nom donc du bâtiment. Ce bâtiment est bien conservé, relativement bien conservé. Il a été un peu restauré, à vrai dire, hein. Le portique a été un petit peu restauré, mais pas créé ex nihilo. Ce bâtiment est bien conservé, tellement bien conservé que les architectes ont pu en proposer la restitution de la façade. Voilà ce à quoi ressemblaient ces entrepôts, donc, dont on pense qu'ils ont été construits au milieu du IIe siècle, sans doute vers 145 après Jésus-Christ, c'est-à-dire une époque où le port de Portus est tout à fait en fonctionnement. Donc on a ici la porte qui permet d'entrer dans les entrepôts avec le portique et l'inscription. On a au rez-de-chaussée des boutiques qui ouvrent sur l'extérieur. Il y a au moins 2 étages
qui sont accessibles directement par un escalier autonome. Donc, ce sont des entrepôts pour stocker les marchandises, mais il y a aussi des appartements. On peut former l'hypothèse que peut-être qu'à Ostie, où passe quand même beaucoup de monde, hein, il est possible de louer des appartements sur le port en attendant le bateau pour aller Dieu sait où. C'est peut-être comme ça qu'il faut se représenter ces appartements sur les entrepôts, dans les entrepôts. Alors voilà, donc un bâtiment qui est assez bien conservé, compte tenu de ce qu'est Ostie. Ici, on a donc le rez-de-chaussée, hein, les boutiques, le portail. Imaginons-nous au-dessus, ici, 2 étages au moins, hein, 2 étages au moins, ce qui nous donne une idée du volume extraordinaire de ces bâtiments. Et cet entrepôt n'est pas le seul qu'il y a à Ostie, il y a une bonne quinzaine d'entrepôts comparables. Celui-là est peut-être le mieux conservé, mais une bonne quinzaine d'entrepôts comparables sur les quais du port d'Ostie. Alors, passons maintenant à une vue générale, une fois qu'on a bien compris l'originalité du port et les implications de la question des approvisionnements, une vue générale donc sur l'histoire d'Ostie au fil du temps. On peut distinguer 3 périodes de la vie d'Ostie. Une première période, c'est-à-dire le moment où Ostie est le seul port, où il n'y a pas le port de Claude et celui de Trajan qui ont été construits, donc jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après même. Ensuite, la période où le port, le complexe portuaire fonctionne à plein. Et puis, une troisième période, à la fin de l'Antiquité, où les activités déclinent beaucoup à Ostie et où il y a une évolution sensible de la physionomie de la ville. Alors, commençons par la première période, Ostie avant Portus. On est assez mal renseigné, en fait, sur la physionomie de la ville à cette époque. Alors, on sait un certain nombre de choses. Il y a le forum, il y a les bornes de fondation, on en a parlé tout à l'heure. Bon, tout cela est bien connu. Il y a un certain nombre d'inscriptions, il y a même beaucoup d'inscriptions qui ont été conservées, qui nous donnent une idée du fonctionnement de la ville, mais on n'est pas très, très bien renseigné. Et les auteurs antiques, les écrivains antiques, nous donnent une image généralement assez mauvaise d'Ostie. Par exemple, si on prend un discours de Cicéron, un plaidoyer de Cicéron qui s'appelle le Pro Murena, donc Cicéron est avocat, il défend son client, donc il a commis tel forfait, peu importe, mais à un moment donné, Cicéron évoque les élections des questeurs. Les questeurs, la questure est une magistrature, disons, de second rang. On élit les questeurs, et puis ensuite on répartit les responsabilités, on répartit les missions pour les différents questeurs. Et il y a un questeur qui est spécialisé dans les affaires d'Ostie, c'est le questeur d'Ostie. À cette époque-là, on est dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, Ostie n'est pas vraiment autonome par rapport à Rome. Donc il y a un questeur élu à Rome qui gère les affaires d'Ostie. Eh bien, Cicéron raconte que son client ayant été élu questeur, le questeur à qui incombe par tirage au sort les activités d'Ostie est ridiculisé par la foule, on se moque de lui, il y a des colibés, la questure d'Ostie est la moins appréciée de toutes les questures. Donc voilà l'image que peut donner Ostie, vue de Rome, vue du point de vue de Cicéron. Pardonnez-moi. Que peut-on dire d'autre? Eh bien, on peut vous visiter quand même un lieu précis à l'extérieur de la ville, au sud-ouest, à l'extérieur de ce qu'on appelle la porte marine, au sud-ouest, il y a, comme à l'extérieur de toutes les portes dans les villes anciennes, il y a une nécropole. En tout cas, il y a des tombeaux. Il y a un tombeau en particulier qui est le tombeau de Caius Cartilius Poplicola. Ce tombeau est assez mal conservé pour sa structure d'ensemble, mais il est bien conservé au moins pour le décor et pour l'inscription, qu'on a pu restituer en totalité. Donc, que nous dit cette inscription sur le tombeau de Caius Cartilius Poplicola? C'est une inscription assez longue et assez complexe. Elle nous dit « publiquer ». Alors, ça c'est toute je dirais, l'aspect très synthétique du latin. « Public », ça se traduit par « ce monument a été érigé avec des fonds publics ». Pour Caius Cartilius Poplicola, fils de Caius, 8 fois Douumvir, le Douumvir dans une cité, si on voulait comparer, ça pourrait être comparé au maire. Donc 8 fois maire de la cité, on est là à une époque où la cité est devenue autonome par rapport à Rome.
8 fois Doumvir, 3 fois censeur, c'est une autre magistrature à Ostie. Donc pour Caius Cartilius Poplicola et pour sa femme et ses enfants et descendants. Ce monument a été consacré à un citoyen éminent pour ses mérites, par décret des décurions et avec l'accord des colons. Les colons, ce sont les habitants de la colonie, les habitants de la ville, les habitants d'Ostie. Décret des décurions, les décurions, si l'on fait du Doumvir le maire, alors les décurions sont les membres du conseil municipal. Donc ce monument a été consacré par décret des décurions et des remerciements ont été rendus à celui qui l'a mérité. Il a été, présent ou absent, élu 8 fois Doumvir et 3 fois censeur par décision des colons. Une sorte de redondance par rapport au début du texte. Pour son amour envers tous, le cognomen a été donné par tous à Humania, fille de Marcus. Donc Humania, fille de Marcus, est probablement l'épouse de Caius Cartilius Poplicola. Et l'inscription nous dit que le cognomen a été donné par tous. Le cognomen, c'est cette partie du nom. On dit souvent les Romains portent 3 noms, sauf ceux qui n'en portent que 2. Eh bien, notre personnage ici, au départ, ne porte que 2 noms, Caius Cartilius. Et la voie publique, le décret des décurions, lui a donné un nom supplémentaire, un cognomen, qui est celui de Poplicola, public en quelque sorte. C'est une marque d'honneur, une marque de reconnaissance, une marque de gratitude tout à fait extraordinaire qui est donnée dans le cadre d'Ostie à ce magistrat de la cité d'Ostie qui, naturellement, en a été certainement très fier, et c'est ce qui explique donc la construction du bâtiment, du mausolée, sur des fonds publics, dit-on, et la rédaction de l'inscription. Ce qui est intéressant aussi, c'est le sommet du monument, où l'on voit qu'il y a les fragments d'une frise représentant des soldats en armes, un navire avec des soldats à l'intérieur du navire. Bon, la frise est un petit peu endommagée, mais enfin, s'il y a des soldats, un navire et des soldats à l'intérieur du navire, on peut former l'hypothèse suivante: Caius Cartilius Poplicola a probablement contribué à la défense de la ville d'Ostie et du port d'Ostie. Le mausolée date de 20 avant Jésus-Christ. Si l'on admet que Caius Cartilius Poplicola est mort à, mettons, 60 ans, il a vécu donc au moment des guerres civiles, de l'époque de César, de l'époque d'Octavien, et de Pompée aussi, de Sextus Pompée, le fils de Pompée. Donc, il n'est pas complètement anormal d'imaginer que l'intéressé ait défendu le port d'Ostie contre une tentative d'invasion par voie maritime, et que ses concitoyens lui en ont été reconnaissants pour cette raison. Voilà donc un monument qui évoque la période où Ostie était Ostie, et non pas un élément du complexe portuaire des Bouches du Tibre. Lorsque ce complexe portuaire des Bouches du Tibre commence à fonctionner, alors Ostie doit maintenant être envisagé en fonction de Portus. Et donc, si l'on voulait simplifier les choses, on dirait: il y a à Ostie une ville, 40 000 habitants à ce moment-là, donc une ville quand même relativement importante. Il y a donc une population relativement importante, il y a des activités économiques importantes, de commandement, comme on a dit. Enfin, l'essentiel du trafic commence quand même à être aspiré par le nouveau port, le port de Claude, et surtout par le port de Trajan. Donc, le travail se trouve à Portus, mais la population se trouve à Ostie. Il faut donc s'imaginer probablement ce qu'on appelle aujourd'hui des migrations pendulaires. Le matin, les gens habitant Ostie partent travailler à Portus et reviennent le soir. Il y a peut-être des équipes de nuit, je ne sais pas. On peut imaginer ça. Et cela implique donc que l'on trouve à Ostie de quoi loger cette population de travailleurs. Et précisément, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit lorsque l'on observe ces bâtiments que l'on peut nommer insula. Le mot insula signifie 2 choses en latin. Il signifie d'une part un pâté de maison, délimité par des rues, donc. Insula, ça veut dire île. Donc, un pâté de maison délimité par des rues, mais le mot désigne aussi parfois le bâtiment qui occupe le pâté de maison. Et donc là, on a à côté du théâtre, à côté de la place des corporations, on a une insula que l'on appelle l'insula au plafond peint parce qu'il y a des restes de fresques, bien sûr, à l'intérieur, sur les plafonds, aussi sur les murs. Donc, insula au plafond peint, composée d'un grand nombre de ce qu'on doit bien appeler des appartements, et l'architecte Gismondi, au début du siècle, du XXe siècle, avait suggéré cette restitution de la façade de l'insula au plafond peint. Donc, vous voyez, un rez-de-chaussée, plusieurs étages, au moins 3, des accès directs pour les étages,
des balcons pour certains appartements, et donc une insula, un bâtiment pouvant abriter un grand nombre d'appartements pour qu'une population relativement nombreuse, population qui, pour ses activités de travail, eh bien, est appelée à partir à quelques kilomètres au nord, travailler donc sur les quais du port de Portus. Donc, un urbanisme vertical, comme on dirait aujourd'hui, des migrations pendulaires et une sorte d'activité complémentaire entre Ostie et Portus. Le port d'Ostie est décidément un port bien original par rapport à ce que l'on peut entendre par port habituellement. Des insulas de ce genre, il y en a beaucoup à Ostie, il y en a plusieurs centaines en fait, qui ont été peut-être pas aussi grande que celle-là, mais plusieurs centaines existent. Et donc, cela permet de comprendre pourquoi 40 000 habitants pouvaient vivre à Ostie alors qu'il n'y avait peut-être pas les activités économiques nécessaires pour employer ces 40 000 habitants. Juste à côté de l'insula au plafond peint, les thermes de Neptune, voilà la restitution de la façade. Ces thermes de Neptune se situent juste à côté donc, de l'insula, c'est-à-dire juste à côté aussi de la place des corporations et du théâtre. Alors, ces thermes étaient organisés autour d'une palestre, autour d'une esplanade où on pouvait se livrer à des activités gymnastiques, des activités physiques, et puis des salles tout autour de cette palestre, la partie therme à proprement parler se situant de ce côté, des salles dont certaines, celle-ci en particulier, certaines étaient donc recouvertes de mosaïques. Voilà le sol de l'une de ces salles montrant le cortège de Neptune, donc le dieu de la mer, le cortège de Neptune, d'où le nom qu'on donne aux thermes, les thermes de Neptune. Donc, on voit se développer à Ostie, à cette époque, là on est donc au IIe siècle, au IIe, IIIe siècle, on voit se développer à Ostie non seulement une population nombreuse, mais aussi tous les services nécessaires pour cette population nombreuse, et notamment des thermes. L'usage des thermes est tout à fait répandu dans l'Antiquité pour toutes les catégories de la population, et il y a donc plusieurs termes à Ostie, donc servant chaque jour. Toute une série de services nécessaires pour la population, des termes, on a parlé d'un théâtre, évidemment, aussi des sanctuaires, parce que les Romains sont pieux, ils révèrent les dieux, et dans une ville comme Ostie, il y a les temples de la religion romaine traditionnelle, notamment sur le forum. Il y a les sanctuaires où l'on pratique le culte impérial. Et puis, nous sommes dans un port. Le port est un peu cosmopolite, il y a un brassage de population. On voit donc apparaître des cultes étrangers. Et on a pu repérer dans les fouilles d'Ostie des sanctuaires pour ces cultes étrangers. Il y a notamment ici ces deux points verdâtres qui indiquent des sanctuaires de Sérapis. On peut trouver d'autres sanctuaires pour d'autres divinités, Bonadea, la bonne déesse. Il y a une synagogue aussi, une synagogue donc juive du côté de la Porte Marine dès cette période, donc 1er, 2e siècle de notre ère. Et alors surtout les points rouges qui indiquent des sanctuaires de Mitra. Le Mitréum, c'est le sanctuaire de Mitra. Il y en a une quinzaine à Ostie. Et nous allons visiter l'un de ces sanctuaires de Mitra, le Mitréum de Felicissimus. Alors pourquoi le Mitréum de Felicissimus? Eh bien tout simplement parce que ce Mitréum a été construit à l'initiative de ce personnage, Felicissimus, dont le nom a été conservé par une mosaïque sur le sol. Donc cette mosaïque, il faut la comprendre de la façon suivante. Felicissimus F, donc Felicissimus a fait bâtir ce sanctuaire ex voto suite à un vœu. Et qu'est-ce qu'il a fait bâtir, Felicissimus? Eh bien, le sanctuaire qui se trouve dans la partie sud-est de la ville, ce sanctuaire qui est composé essentiellement d'un couloir bordé de banquettes, on pourrait dire. C'est une partie un peu surélevée sur laquelle on peut s'asseoir, s'allonger, sur laquelle on peut prendre un repas en s'allongeant, une sorte de triclinium, mais avec un couloir très allongé qui est repéré. Ce couloir est décoré d'une mosaïque, dont vous voyez l'inscription qui est là, une mosaïque qui nous montre un certain nombre de symboles classés dans des petits compartiments. Et avec cette mosaïque, on peut se demander ce que c'est que cette religion de Mitra, qui a été au IIIe siècle de notre ère particulièrement répandue dans tout l'Empire romain.
c'est une religion qui est très répandue dans certaines catégories de la société. Par exemple, les milieux militaires. Or, il y a des légions partout dans l'Empire romain. Par exemple, les milieux du commerce maritime. Or, aussi, nous sommes dans un port. Donc, il y a des sanctuaires de Mitra en grand nombre. Qu'est-ce que c'est que la religion de Mitra? C'est une religion qui a été très importante, sur laquelle on ne sait pas grand-chose, parce que nous n'avons pas de texte. La théologie mitriaque ne nous est pas vraiment connue, nous n'avons pas de texte vraiment. Il y a quelques inscriptions qui ont pu être retrouvées, qui nous disent presque toujours la même chose. Un tel a été élevé à tel degré dans la hiérarchie, parce que ces petits compartiments avec les symboles que vous voyez évoquent les degrés dans la hiérarchie des fidèles du culte de Mitra. Donc, un tel a été élevé à tel degré, ça ne nous dit pas grand-chose. D'autres inscriptions sont un peu énigmatiques pour nous. Il y en a une, par exemple, qui nous dit ceci: délectables sont les foies de volaille, mais ce sont les soucis qui tiennent le gouvernail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Soit c'est le bon sens même, soit il y a une allusion à un fait particulier dans la théologie, dans la mythologie mitriaque que l'on ne connaît pas. Donc, ce que l'on sait de la religion de Mitra, on le sait à travers les images, simplement les images. Donc, ces images de la mosaïque d'Ostie nous rappellent qu'il y a une hiérarchie dans ce qu'on pourrait appeler un clergé mitriaque, avec des degrés supérieurs et des degrés inférieurs. Il est probable que ceci ce sont les degrés inférieurs, et là, probablement, les degrés supérieurs. Donc, on gravit une sorte de carrière des honneurs parmi les fidèles de Mitra. D'autres images nous montrent un Mitra jaillissant du rocher, un Mitra frappant le rocher et faisant jaillir de l'eau. Donc, il y a cet aspect je dirais, d'approvisionnement en eau, cet aspect de survie, de régénération peut-être. Et puis alors l'image mitriaque la plus connue, voilà une qui est conservée au musée du Louvre-Lens, c'est la scène de la caverne, c'est-à-dire dans une caverne, accompagnée de ces deux acolytes, Cautès qui tient une lampe, une torche avec la flamme vers le haut, et Cautopatès qui tient une torche avec la flamme vers le bas, sous une série de reliefs qui évoquent le soleil et la lune. Eh bien, Mitra est habillé à l'orientale avec un pantalon et un bonnet phrygien. Mitra est en train d'égorger le taureau dans la caverne. Il égorge le taureau, il y a une effusion du sang du taureau, et donc c'est là une sorte de rituel de régénération. Il y a probablement dans la religion mitriaque ce rituel de régénération. Ce que l'on sait aussi, c'est que dans la pratique des fidèles de Mitra dans leur sanctuaire, il y a un rite qui est très largement pratiqué, qui est le rite du repas pris en commun, hein, d'où les banquettes dans les sanctuaires, le repas pris en commun qui consiste surtout à apporter le pain et à partager le pain. On partage le pain et on répartit le pain entre les fidèles qui participent au culte. Donc, le partage du pain, le sang qui est récolté dans un calice, en principe il y a là un calice qui doit récolter le sang, et puis une hiérarchie dans le clergé, ce sont quelques-unes des caractéristiques de la religion de Mitra. On n'en sait pas beaucoup plus pour cette religion qui a été très importante au IIIe siècle et au début du IVe siècle. À ce moment-là, elle est plus importante que le christianisme. Alors, à partir du IVe siècle, les choses changent peu à peu à Ostie. Les activités portuaires continuent à Portus, mais elles vont petit à petit décliner. Elles vont décliner parce que Rome est de moins en moins, à partir du IVe siècle, la capitale de l'Empire. La capitale, c'est Constantinople. Et puis, avec l'insécurité qui se développe, il y a des capitales itinérantes. Nous avons parlé de Milan, de Ravenne, par exemple. Hein, et donc, ce n'est pas Rome. Donc, il y a ces évolutions-là. Il y a le fait aussi que toute la partie occidentale de l'Empire romain soit confrontée à des difficultés de plus en plus grandes. La population de la ville de Rome probablement diminue, donc les activités économiques à Portus et à Ostie diminuent aussi probablement. Et si on s'intéresse à Ostie, on peut dire que c'est ce qui explique que la population, comment dirait-on, ouvrière qui va travailler à Portus devient visiblement moins nombreuse. Les insulas sont moins nombreuses, les appartements sont moins nombreux, certains sont abandonnés, et on voit
une substitution à ces immeubles de rapport. On voit la substitution de résidences différentes, des résidences de prestige, des maisons de luxe qui vont s'établir à Ostie. Vous voyez cette maison qui s'appelle de la fortune annonnaire, donc la divinité allégorique que j'évoquais tout à l'heure. Donc une maison qui est située là, c'est la maison de la fortune annonnaire parce qu'il y a une statue de la fortune annonnaire justement dans la maison. C'est une maison agréable, confortable, vaste, beaucoup plus vaste que dans les périodes précédentes. Et pourquoi à Ostie? Bien parce qu'à Ostie, on est au bord de la mer, parce que être au bord de la mer, c'est toujours apprécié, parce que la ville d'Ostie a la réputation d'avoir un climat tout à fait sain, et pas du tout d'être en proie aux fièvres qui se multiplient dans les marécages, ce qui existe par ailleurs. Donc, il y a des maisons qui accueillent des catégories, disons, plus aristocratiques. Il y a aussi des voyageurs. Le port d'Ostie, c'est quand même aussi un port de voyageurs pour Rome, hein. Il y a des voyageurs qui peuvent séjourner à Ostie. On sait qu'en 387, par exemple, à la fin du IVe siècle, saint Augustin a séjourné à Ostie. Il venait de Carthage, il allait à Rome, et il a séjourné à Ostie avec sa mère, Monique, pour se remettre des fatigues du voyage. Il est resté quelque temps donc à Ostie, et c'est d'ailleurs là que sainte Monique est morte. Et donc, saint Augustin explique tout ça dans sa correspondance et il vante l'agrément de la vie à Ostie. Et cela peut être évoqué par cette maison de la fortune annonnaire qui était dotée d'une entrée monumentale avec des colonnes dont il reste quelques fragments, une entrée monumentale qui permet de donner accès à un péristyle intérieur dans lequel il y avait des statues, notamment celle-ci, statue de la fortune annonnaire, hein, que l'on voit représentée là, d'où le nom de la maison. Donc, une entrée qui donne accès à un péristyle intérieur. Il y a également une grande salle à manger d'apparat dans laquelle on entre par des arcades supportées par des colonnes. Grande salle à manger d'apparat ici. Et puis là, une salle qui a conservé jusqu'à nos jours un décor de mosaïque. Un décor de mosaïque représentant des scènes mythologiques. Et en particulier celle-ci, c'est la louve nourrissant, allaitant Rémus et Romulus. Donc c'est un décor romain par excellence. Et on pourrait terminer notre promenade à Ostie là, en se souvenant que nous l'avions commencé il y a quelques mois par le Palatin et par l'évocation de la louve nourrissant Rémus et Romulus, cette louve en bronze, hein, dont on a compris maintenant qu'elle était un bronze médiéval. Bon, c'est pas parce que la louve de Rome est un bronze médiéval que le thème de la louve allaitant Rémus et Romulus n'est pas un thème romain antique tout à fait caractéristique et tout à fait établi. Alors on pourra en rester là, mais je vais continuer rapidement l'évocation de l'histoire d'Ostie. À partir du 5e siècle, la ville donc se dépeuple petit à petit, c'est la fin de l'Empire romain qui approche à grands pas, c'est l'insécurité, des invasions, et pour se protéger, il vaut mieux se réfugier à Rome, ou éventuellement ailleurs, que rester à Ostie. Donc la ville est en fait délaissée. La ville avait commencé à être délaissée du fait du déclin des activités économiques, elle est délaissée à partir du moment où l'insécurité règne, et elle ne va pas être récupérée, elle ne va pas retrouver la population qu'elle avait pu avoir. Et donc le Tibre va petit à petit l'inonder, va petit à petit la recouvrir de ses alluvions, et la ville d'Ostie va petit à petit disparaître de la vue, sauf quelques bouts de colonnes par-ci par-là, et sauf surtout, évidemment, le temple du Capitole, qui est sur un podium extrêmement élevé et que l'on n'a jamais, enfin, qui n'a jamais été enseveli dans les alluvions du Tibre. Je vais terminer quand même en évoquant un dernier bâtiment très particulier, tellement particulier qu'on a du mal à le nommer. La domus de la Porte Marine, ou bien le bâtiment à l'extérieur de la Porte Marine, ou le bâtiment à opus sectile, voilà des expressions que l'on peut employer pour désigner un bâtiment qui se situe dans cette section de la ville d'Ostie. Donc l'entrée dans le site d'Ostie, c'est ici. Il faut donc parcourir tout le decumanus jusqu'au bout pour arriver à la porte marine où se situe le bâtiment qu'on va évoquer. C'est tout au bout du site. La plupart des visiteurs qui se promènent à Ostie
sont épuisés bien avant d'être arrivés à la Porte Marine. Donc, ils n'y vont pas, la plupart n'y vont pas. Et ceux qui y vont, eh bien, sont fatigués, donc veulent rentrer. C'est donc le quartier qui est le moins visité d'Ostie. Autrefois, il y avait ici une entrée dans le site. Et donc, on pouvait éventuellement mieux voir toute cette zone, mais cette entrée a été abandonnée. Désormais, il y a une entrée, une seule billetterie, un seul point d'entrée dans ce site. Alors, sur les différents dessins, on peut voir où on se situe. Donc, vous voyez ici le Decumanus, le théâtre, là, le forum, et là, le bout du Decumanus avec la porte marine. Ou bien alors là, la porte marine qui est ici, et là on se situe à peu près à l'endroit où se trouve la billetterie du site antique d'aujourd'hui. Voilà donc le bâtiment. À l'extérieur de la porte marine, le bâtiment qui se trouve dans une zone où il y avait quelques tombeaux, le tombeau de Caius Cartilius Poplicola, dont on a parlé tout à l'heure, une zone où il y a des quais, un embarcadère, où il y a quelques immeubles qui ont malgré tout été construits à basse époque, et c'est cette maison, cette domus, ce bâtiment, que l'on va évoquer. Tout cela est très ruiné. Tout cela est très ruiné, et en plus, on n'a pas cru utile de donner aux visiteurs beaucoup d'indications sur des panneaux. Il y a très peu de panneaux, et la plupart des gens qui arrivent là ne savent pas du tout où ils sont, ne se rendent pas compte du tout de ce qu'ils voient. Et donc, il faut faire vraiment un gros effort d'imagination pour se représenter le bâtiment qui a existé au IVe siècle de notre ère et dont il reste aujourd'hui presque rien, au fond. Ce que vous voyez là, c'est le fond de la salle A que nous avons ici. Vous voyez, c'est le fond de la salle A. Mais imaginez-vous le bâtiment lorsqu'il était en état, lorsque les murs ne s'étaient pas effondrés, et donc nous allons raisonner sur cette salle. C'est une salle qui a montré, qui a donné aux archéologues un décor en opus sectilé lorsque la zone a été fouillée. La fouille a commencé donc dans l'entre-deux-guerres, mais de manière assez superficielle. Elle a été surtout reprise dans les années 50, au début des années 60, lorsqu'on a découvert le décor en opus sectilé, que je vais présenter pour terminer. Alors, un mot sur l'opus sectilé, de quoi s'agit-il? Ça ressemble à une mosaïque, mais il y a une différence fondamentale. Dans la mosaïque, les petites pierres qu'on appelle les tesselles ont toutes la même forme, ce sont des cubes de petite taille ou de grande taille, mais des cubes, toutes la même forme, alors que dans l'opus sectilé, les différents morceaux, on appelle ça des croustailles, eh bien, n'ont pas du tout la même forme. Il y a un dessin qui a été réalisé et on réalise avec des pierres de couleurs différentes, des marbres de couleurs différentes, on réalise un dessin, soit un dessin géométrique, soit un dessin plus figuratif. Vous avez un opus sectilé qui est conservé au Palazzo Massimo à Rome, et qui provient de la basilique de Junius Bassus. C'est une basilique qui est construite à la fin du IVe siècle. Toutes les basiliques ne sont pas sur le forum. Une basilique construite à la fin du IVe siècle par Junius Bassus, justement, et qui est décorée en partie en opus sectilé. Ce panneau nous montre le cortège consulaire de Junius Bassus. Junius Bassus a été consul à un moment dans les années 380 après Jésus-Christ. Et vous voyez que l'opus sectilé permet de suggérer un effet de perspective, permet de suggérer une profondeur. Donc, on peut appeler ça marqueterie de marbre. Pline l'Ancien nous explique que c'est une technique qui a été mise au point à Halicarnasse pour la décoration du mausolée d'Halicarnasse au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est une technique qui est employée durant toute l'Antiquité, mais qui va être employée aussi au Moyen-Âge, à l'époque moderne, à l'époque baroque. Enfin, c'est une décoration, une manière de décorer les murs et les sols, donc de façon très riche, de façon très somptueuse. Eh bien, la maison de la Porte Marine présentait un décor en opus sectilé qui a été retrouvé par les archéologues, qui a été remonté dans un musée et qui ressemble à ça. Donc un décor extraordinaire pour toute la salle, peut-être pour le reste, mais le reste n'a pas été conservé. Décor où l'on voit que ce qui est décoré, ce sont les murs, le sol, probablement aussi le plafond. Alors, le bâtiment est en construction dans les années 380. L'essentiel du gros œuvre est réalisé dans les années 380. Puis ensuite, on a décoré, vous imaginez que pour décorer en opus sectilé une salle entière, il faut un certain temps. Donc, on a décoré ensuite le bâtiment jusqu'en 393. En 393, la décoration n'est pas terminée et le bâtiment s'effondre. On ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas un incendie,
et on ne sait pas pourquoi le bâtiment s'est effondré. Il s'est effondré donc à un moment où le bâtiment avait été construit, mais à un moment où la décoration n'était pas achevée. Les murs se sont effondrés sur la décoration au sol. Les murs n'étaient pas complètement décorés encore, certaines parties n'avaient pas encore été terminées. Les archéologues ont pu retrouver tout cela. Comme il s'agit d'un opus sectilé, on a pu essayer de reconstituer le décor. Si vous avez un mur décoré d'une mosaïque qui s'effondre, les tesselles s'éparpillent et on ne peut rien faire. Si vous avez un mur décoré d'un opus sectilé qui s'effondre, avec un peu de chance, on peut reconstituer en tout ou en partie, on peut reconstituer le dessin et donc le décor. C'est ce qui a été fait. Et voilà donc dans ce bâtiment, dans cette salle, qui comportait cet opus sectilé extraordinaire, qui est composé de la façon suivante. Donc sur les murs, des panneaux géométriques de marbre de différentes couleurs, surmontés d'une frise, disons, à décor végétal, surmontés de panneaux à décor animalier, et puis sur le sommet des murs, on ne sait pas exactement ce qu'il pouvait y avoir si le décor avait été terminé. Donc sur le mur ouest, on a ce type de décoration. Sur le mur est, c'est très semblable. Il y a les panneaux pour la partie inférieure du mur, la frise végétale, le décor animalier. Repérez ici quelques figures humaines, notamment celle-ci, on va en parler tout à l'heure. Et puis, donc, le sol, décoré en opus sectilé, et le fond de la salle, avec une décoration un petit peu différente. Il y a là une sorte de décoration géométrique, en opus sectilé, et puis ici, des éléments de briques qui ont été construits pour simuler des fenêtres ou des portes, ce qu'on appelle opus mixtum, la brique plus l'opus sectilé. Et voilà donc l'un des panneaux animaliers du décor du mur ouest. Hein, c'est un décor fragmentaire, mais enfin on voit bien le réalisme de la représentation. On voit bien ici le tigre attaquant le faon et s'apprêtant à le dévorer. Cet opus sectilé a été installé donc au début des années 390 à Ostie, après l'achèvement de la basilique de Junius Bassius à Rome. Et voilà un décor qui vient de la basilique de Junius Bassius à Rome, donc qui date de la fin des années 380. C'est le tigre attaquant un veau. On voit qu'il y a un parallélisme entre les deux représentations. Ce n'est pas complètement téméraire que de dire que les artisans ou les artistes qui ont réalisé ce décor un petit peu plus récent ont vu celui-ci. Peut-être même, ce sont les mêmes artistes qui ont fait les deux décors. Et peut-être qu'ils ont perfectionné encore leur art avec cette représentation ici encore plus réaliste que pour le décor de Junius Massus. Alors, il y a ce personnage, ce portrait ou cette représentation de la figure humaine que l'on voit sur un mur. L'archéologue Beccati, qui a fouillé le site à la fin des années 50 et au début des années 60, a proposé une explication. Et l'explication est la suivante. Nous avons là affaire à une représentation du Christ. Le Christ bénissant, l'homme au visage barbu, avec un nimbe levant la main droite, c'est le Christ bénissant. Donc le bâtiment a quelque chose à voir avec le christianisme. À quoi servait le bâtiment? Il n'a servi à rien puisqu'il n'a pas été utilisé. Il s'est effondré avant d'avoir été achevé. Mais il était destiné à être utilisé par les chrétiens. C'est l'interprétation que Cathy avait fournie. Cette interprétation suggère quand même quelques difficultés parce que dans les années 390, le christianisme existe bien sûr à Ostie. Il n'est pas encore dominant, mais enfin, il existe à Ostie, hein, et il n'est pas encore dominant. Il est devenu la religion officielle de l'Empire, mais il y a encore des païens, plus exactement. Et donc, le problème, c'est que la représentation du Christ, à l'époque, ce n'est pas celle-là. À l'époque, c'est le bon pasteur, hein, qui est l'emblème, si l'on peut dire, pour les chrétiens. Cette représentation du Christ bénissant deviendra un emblème chrétien plus tard. Là, nous sommes dans une période qui est trop ancienne pour que l'explication soit vraiment acceptable. Alors, une autre explication a été avancée. Il y a ailleurs dans l'Empire romain des images de ce genre qui nous montrent un homme barbu levant la main droite et avec quelque chose qui ressemble à un nimbe et une inscription qui indique de qui il s'agit. Lorsqu'il y a une inscription, alors on sait qu'il s'agit d'un philosophe. Peut-être que là, nous avons un philosophe.
Et donc le bâtiment richement décoré aurait été destiné à être utilisé par une secte philosophique. On se demande laquelle pour un bâtiment aussi richement décoré. Donc la secte philosophique, c'est une deuxième interprétation qui n'est pas forcément très convaincante. Une troisième interprétation, pas forcément plus convaincante, mais enfin une troisième interprétation, consiste à dire que peut-être s'agit-il d'un bâtiment qui était destiné à abriter les services, peut-être même la résidence, du préfet de la Nonne. Le préfet de la Nonne est un personnage de haut rang, il siège à Rome, mais il peut siéger aussi à Ostie, ça s'est vu, et peut-être que le préfet de la Nonne, à la fin du IVe siècle, avait l'intention de s'installer là. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas pu le faire, parce que le bâtiment s'est effondré. Le bâtiment s'est effondré et le lieu a été abandonné. On n'a pas cherché à déblayer, à reconstruire. Le bâtiment a été abandonné. Et il a donc fallu attendre les fouilles archéologiques de la deuxième moitié du XXe siècle pour retrouver le site, pour fouiller le site de la villa et pour reconstituer le décor en opus sectilé. Ce décor en opus sectilé est identifié dans les années 60. Il est stocké dans le musée d'Ostie. Il y a sur le site d'Ostie un petit musée qui est toujours fermé, que je n'ai jamais vu pour ma part, parce que la fonction d'un musée, c'est d'abriter les objets. La fonction secondaire d'un musée, c'est de recevoir le public. La fonction principale du musée, c'est d'abriter les objets. Donc le musée d'Ostie a abrité cet opus sectilé qui n'était pas remonté et que personne ne voyait par conséquent. On savait qu'il existait quand on était très renseigné, mais on ne le voyait pas. Et puis en 2006, on a pris la décision de le remonter pour le présenter au public, et c'est ce que vous voyez là. Il faut de la place pour cela. À Ostie, il n'y a pas de place pour montrer ce décor. On l'a donc transporté à Rome, dans le quartier de Léouer, où il y a des bâtiments dont certains sont devenus des musées. Vous avez là le musée de la civilisation romaine, vous avez un musée préhistorique, vous avez un musée des arts et traditions populaires. Et puis vous avez un musée du haut Moyen-Âge. Est-ce que l'opus sectilé d'Ostie remonte au haut Moyen-Âge? Pas du tout, c'est l'Antiquité, c'est le IVe siècle. Enfin, il y avait au fond du musée du haut Moyen-Âge, qui est consacré à la civilisation des Lombards, mais tout au fond, il y avait un peu d'espace pour remonter cet opus sectilé qu'on a mis là. Et puis on a oublié de le dire, on a oublié d'indiquer au public à Ostie que s'il va à Léouer, il pourra voir le décor en opus sectilé. On a oublié d'indiquer aux visiteurs du musée des Lombards, du musée du Haut Moyen-Âge, qu'au fond du musée, il y a une salle consacrée à l'opus sectilé d'Ostie. Et donc, les gens qui voient ce décor, eh bien, sauf à être des spécialistes chevronnés, bien sûr, mais les visiteurs qui arrivent jusqu'à ce décor, y arrivent par hasard. Ce fut mon cas. Et cela renforce l'impression d'étrangeté que l'on a quand on visite le site d'Ostie, le port d'Ostie. C'est un site extrêmement agréable à visiter, mais c'est un site qui est plein de surprises, qui peut déconcerter un petit peu si on n'a pas quelques éléments d'explication. En tout cas, nous avons terminé notre promenade à Ostie, et ainsi se termine le cycle des 6 promenades dans la Rome antique que j'ai eu le plaisir de vous proposer pendant tous ces mois, et que je vous remercie d'avoir suivi avec attention et avec fidélité.